Alors, bismillah, donc, on va faire le cours t'as les antidépresseurs. Bon, c'est un cours normalement, t'as pharmaco, donc voilà. On va commencer par une intro. Bon, la dépression, c'est un trouble mental qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Et il est retrouvé beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. C'est un tout petit peu logique parce que la femme a des contraintes hormonales et bon, la femme subit un tout petit peu plus de pression que l'homme. Donc, dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide. Ça c'est dans les cas vraiment extrêmes, là où la dépression, si elle n'est pas traitée, bien sûr, elle va conduire au suicide. Donc, il existe des traitements efficaces pour combattre la dépression. Ceci dit, chez Ganes, elle aura le traitement. Donc, pour le traitement, on aura soit les médicaments, c'est-à-dire les antidépresseurs. Sinon, on peut aussi associer ça à une psychothérapie, au revoir un psychologue ou bien un psychiatre dans les cas extrêmes, et aussi une électroconvulsivothérapie qui n'est pas vraiment utilisée, c'est-à-dire même, je crois qu'elle est encore, comment dirais-je, à l'étape des essais. Donc, l'introduction, toujours. Donc, les psychotropes, on a une petite définition des psychotropes. Les psychotropes, ce sont des substances chimiques d'origine naturelle ou bien artificielle qui ont un tropisme psychologique. C'est-à-dire, une fois que je vais introduire ce médicament, il aura un tropisme généralement vers le cerveau. C'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de modifier l'activité mentale sans préjuger du type de cette modification. Donc, en gros, ils auront un effet non seulement à tropisme, c'est-à-dire au niveau du cerveau, et aussi ils auront une tendance à modifier l'activité mentale sans préjuger du type de cette modification. Donc, les psychotropes, on peut trouver des psychotropes qui vont agir, d'autres qui vont perturber, d'autres qui vont essayer de réguler, et d'autres qui vont causer un effet sédatif. Et donc, voilà la classification de Delay et d'Henniker qui dit qu'on a des médicaments qui auront un effet dépresseur, d'autres qui auront un effet qui va réguler l'humeur, ce qu'on va appeler psychoisoleptique, d'autres qui vont avoir un effet stimulant, or ce sont des psychoanaleptiques, et d'autres qui vont perturber, qui auront un effet psychodysleptique. Donc, d'après vous, quand on dit dépression, quel sera l'objectif TANA? Donc, quand on dit une personne qui est en dépression, quel sera l'objectif TANA? Je ne sais pas si vous pouvez répondre le chat. Stimuler, exactement. Exactement. On essaiera de stimuler le cerveau c'est-à-dire on essaiera de stimuler donc, les molécules qui sont responsables de cette stimulation. Donc, les médicaments que nous dans la rubrique psychoanaleptique, histoire de stimuler la vigilance et l'humeur. On peut trouver les antidépresseurs, la rubrique thymoanaleptique. Voilà. Très bien. Donc, il serait plus logique de commencer par une définition de la dépression. La dépression, c'est quoi? C'est au fait un état de souffrance psychique, une dysrégulation de l'humeur. Alors, bon, pour définir une dépression, il faut qu'on a de la personne au minimum 5 sur 9 des symptômes qu'on va citer ici. En moins, elle présente 5 des symptômes sur 9. Après, خاص يكونوا فيها 2 jours de suite pendant au minimum 2 semaines. باش نقد نقول بلي هاد la personne, elle est dépressive. شنو هما هاد les symptômes? On a la tristesse de l'humeur, c'est-à-dire c'est une personne qu'on va retrouver, c'est-à-dire soit isolée, soit tout le temps triste, soit toujours négatif. Négatif, donc la douleur morale, perte de l'estime de soi, l'inhibition psychomotrice, on trouvera une asthénie, c'est-à-dire une personne qui est tout le temps fatiguée, elle a juste envie de rien faire, difficulté de concentration, diminution marquée de l'intérêt et du plaisir pour toutes les activités, c'est une personne qui n'a pas de goût à la vie. Donc à un moment donné, est-ce que tu as envie de faire ça ou là tu as envie de faire ça, elle a envie de rien faire. L'anxiété, troubles somatiques. Alors, les troubles somatiques, comme par exemple les troubles de sommeil, c'est très connu entre les personnes dépressives. Ont un trouble du rythme circadien, troubles digestifs et des troubles cardiaques. On peut aussi trouver des pertes ou gains de poids en absence de régime. Donc, c'est-à-dire, ils un régime, mais généralement, ils vont vers la perte de poids et on peut trouver certains cas où la personne se met à manger et donc on aura un gain de poids. Et bien sûr, avec des idées suicidaires, ça c'est dans les cas un tout petit peu avancés. Donc la personne doit… Oui.
عاودي لها برك l'histoire تاع 5 symptômes dans 2 semaines. ما سمعوش D'accord, هاي. d'accord. Donc, pour définir une dépression, il faut qu'une personne يكون عندها au minimum 5 من هاد les symptômes اللي جبدناهم دروك. Au minimum 5. Ensuite, il est يكونوا عندها 2 jours de suite pendant 2 semaines. C'est-à-dire 2 semaines où il y a 2 jours de suite où عندها هاد les symptômes. D'accord? Les symptômes les plus marqués, on dit que c'est l'état dépressif, c'est-à-dire la tristesse de l'humeur, et aussi la douleur morale et l'inhibition psychomotrice. Les plus marqués. J'espère que c'est clair. Sinon, je répète, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, 5 dans 2 semaines, je n'ai pas bien entendu. Ah, c'est bon, ça a dit, il est out. Ok, donc j'espère que c'est clair. Donc, on avait dit 5 sur 9 des symptômes, 2 jours de suite pendant au minimum 2 semaines où il y a les symptômes. Ok, donc classification. Donc on peut déduire قال لك deux عاودي types. لهم les plus marqués. Les symptômes les plus marqués. D'accord. Donc les symptômes les plus marqués, c'est le will, les hua, la tristesse de l'humeur. On trouve une personne toujours triste. Et le deuxième, c'est l'inhibition psychomotrice. C'est l'asthénie, la difficulté de la concentration et tout. Et on peut tenir en compte la douleur morale. Voilà. Donc, en gros, c'est les 3 premiers, ou le premier et le troisième qui sont vraiment les plus marqués. Donc, après, on va passer à la classification de la dépression. On peut avoir une dépression primaire comme on peut avoir une dépression secondaire. Pour la dépression primaire, c'est un syndrome dépressif sans aucun antécédent de troubles psychiques. Là, c'est une personne qui est saine, normale. Et puis, ça peut nous arriver en tant qu'individu. On peut avoir des symptômes où on fait une petite dépression pour une raison ou une autre, mais on n'a pas des antécédents de troubles psychiques. Dans ce cas-là, l'instauration d'un traitement n'est pas nécessaire parce que on va dire que c'est transitoire. Après, pour la dépression secondaire, elle peut être d'origine médicamenteuse. Parfois, on peut prendre un médicament ou le médicament est responsable d'une dépression parce qu'il agit sur un tel ou un tel récepteur ou là d'origine organique, comme par exemple le cancer. Généralement, les personnes cancéreuses, par rapport à tout leur état et tout ce qui se passe, elles connaissent des dépressions qui sont secondaires au cancer. Si par exemple, elles vont connaître une régression du cancer ou une amélioration de l'état, l'amélioration de l'état dépressif, elle va suivre. Alors, physiopathologie. On a une théorie monoaminergique qui dit qu'il y a une théorie noradrénergique, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a eu un ralentissement psychique et moteur, ce qu'on appelle les signes végétatifs et anxieux. Sinon, on a une théorie sérotonergique. Ce qu'ils veulent dire par les théories, c'est-à-dire ça dépend quel récepteur on va toucher. Donc, le récepteur, à la on va le toucher, on aura les signes après. Donc, si par exemple, on touche au récepteur sérotonergique, où là, ce sera la quantité de la sérotonine, dans ce cas-là, on va remarquer une tristesse pathologique. Ce n'est pas comme une tristesse à une personne, un truc qui rend triste. C'est une tristesse qui dure. C'est-à-dire c'est une personne qui elle est tout le temps triste. Après, on a trouble du sommeil, une personne qui ne dort pas non plus. L'angoisse, une agressivité, une impulsivité. C'est une personne qui est très impulsive. Elle aura tendance à, comment dirais-je, à réagir d'une manière impulsive par rapport à quelque chose qui ne nécessite pas. Après, si par exemple on a un trouble au niveau dopaminergique, c'est dans ce cas-là qu'on parle, c'est-à-dire, bon, la dopamine, c'est le précurseur de la noradrénaline, et donc la réduction de la concentration centrale de la dopamine peut entraîner elle aussi une dépression. Comme on le sait, la dopamine, soit la noradrénaline, ce sont des stimuleurs. Donc une réduction de la quantité de elle va causer une dépression. Alors, maintenant, on va passer au traitement, c'est-à-dire les antidépresseurs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la dépression? Normalement, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une définition. Non, c'est bon. Très bien. Alors, définition, tu as les antidépresseurs. Les antidépresseurs, ce sont des psychotropes. C'est clair parce que c'est des médicaments qui agissent au niveau du système nerveux. Appartenant au groupe psychoanalyptique parce qu'on avait dit qu'on cherchait une stimulation. Donc, ce sont des psychoanalyptiques. Ce sont des substances qui améliorent l'humeur déprimée. Notre patient a une humeur qui est assez déprimée. Dans ce cas-là, il va travailler à l'améliorer. Dans ces manifestations les plus graves, en agissant sur un ensemble de syndromes dépressifs. Donc, on va essayer d'agir sur les théories que nous avons tout à l'heure pour améliorer l'humeur qui est à la base déprimée.
Très bien. Bon, le principe de traitement, Pardon. oui, Alors, il demande c'est quoi la réserpine? c'est un médicament. Parce qu'ils ont dit donc d'origine médicamenteuse. Je vais chercher 2 secondes. Donc, c'est lui aussi un antidépresseur qui est alcoolique, qui a été découvert par nanana. À faible dose, la réserve est un hypotenseur. À plus forte dose, elle est utilisée comme apaisant dans le traitement des syndromes psychiatriques de manie, de névrose, d'anxiété et Il est d'obsession. utilisé dans quelle pathologie, la réserpine? Apparemment, c'est noté que c'est un antidépresseur. Par contre, je crois qu'on parle là d'un effet qu'on va voir plus tard, mais bon. Les antidépresseurs qui causent une dépression. Oui, ça va paraître bizarre, mais c'est comme ça. En fait, quand on instaure un traitement, tellement qu'on va... Ouais, c'est une personne qui est déprimée. Donc, essayez d'imaginer une personne qui est déprimée. Au niveau de son cerveau, soit la quantité de la sérotonine soit l'adrénaline, etc. On va instaurer un traitement. Avec le traitement, il va rapidement, mais genre, après un moment, il va réguler avec la concentration, on va dire, à la sérotonine ou là, par exemple, à l'adrénaline. Et dans ce cas-là, après un moment, ça n'aura presque, je ne sais pas d'effet, mais l'effet ينقص. Donc, la personne qui est déprimée, ensuite, la quantité de la sérotonine est normale, plus ou moins normale, et ensuite, et dans ce cas-là, c'est une dépression qui est secondaire à ce médicament-là. Généralement, les antidépresseurs tricycliques, ils disent le cas. Tellement la personne t'a rapidement, bon, rapidement, c'est entre guillemets, donc t'as et donc, après, elle chute. La rechute, elle va causer une dépression qui est encore plus sévère que la dépression loula. Mais c'est comme ça, c'est le traitement. Donc, j'espère que le point, c'est paradoxal, je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais voilà. C'est bon, c'est clair. Merci. Très bien. Je vous en prie. Alors, où suis-je? Oui. La réserpine à faible dose, c'est un hypotenseur. Oui, Alors, c'est je pour sais. ça qu'il y a la dépression. كيفاش؟ قلت لك c'est un hypotenseur. Donc, اللي يكون À يدي فيه faible يكون dose. عنده une hypertension يكون يدي فيه à faible dose من يحبسوا غادي يدير له dépression parce qu'il يكون موالفو. Effectivement, c'est possible que ce soit par rapport à son indication. Donc, il a qu'un indiqué dans le cas d'une hypotension. On me dit la réserpine pour l'hypotension, mais en même temps, ça a eu des effets indésirables sur le psychisme. Donc, une fois ça sera dû à ça. Merci, Asma, je crois, c'est ça. Merci. Essia, à chaque fois, la Très bien, bref, on va continuer. Le principe de le traitement, ça va être, on a une onde de dépolarisation. Bon, le principe de traitement, il est simple. C'est soit la recapture, soit on va essayer d'annuler la dégradation. Donc, on va essayer de stopper la recapture parce qu'on a des synapses. Les synapses ont des granules. Donc, les granules ont soit sérotonine, soit adrénaline, par exemple. Et donc, ils vont être sécrétés la fente synaptique. Une fois ils sont sécrétés la fente synaptique, les synapses, le post-synapse, et on aura tout simplement une innervation ou une stimulation nerveuse. Par contre, la quantité de la fente synaptique, elle sera recapturée. Recapturée, soit pour être réutilisée, soit pour être dégradée. Et donc, on va essayer d'arrêter la recapture dans la plupart des cas. Et dans d'autres cas, on va essayer d'annuler la dégradation les substances, qui est par exemple la sérotonine et la noradrénaline. Très bien. Le but du traitement, tout simplement, c'est d'augmenter la transmission monoaminergique. Pardon. Donc, l'objectif de le traitement, ce sera tout simplement d'augmenter la transmission monoaminergique. Pourquoi? Parce que la transmission monoaminergique, le système nerveux est simulé. Et en même temps, on va essayer d'augmenter la disponibilité de la noradrénaline et de la sérotonine. Donc, si on veut augmenter la disponibilité, on doit essayer
d'éviter tout ce qui est dégradation de les deux molécules. Comment? Soit on inhibe la dégradation par les inhibiteurs de la monoamine oxydase, soit par les inhibiteurs de la recapture. Donc, on va essayer de ne pas les laisser être recapturés. Donc, on va essayer de les laisser au niveau de la fente synaptique. Sinon, on va inhiber les mécanismes endogènes des rétrocontrôles. Ce sera toujours dans le même principe d'inhibition de la recapture. Très bien. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair. Très bien. Alors, on va passer à la classification. On peut classifier les antidépresseurs par plusieurs biais, notamment le biais chimique, thérapeutique ou bien biochimique. Bon, pour la classification chimique, ce n'est pas vraiment ce qui va faire l'objet de ce cours parce que ce n'est pas vraiment la forme. Après, pour la thérapeutique et biochimique, on va commencer par la biochimique. Biochimique, c'est-à-dire à le mécanisme d'action. Le système monoaminergique. Donc, on peut avoir une action monoaminergique non spécifique, c'est-à-dire on peut stopper ou là plutôt agir au niveau des deux. On peut agir au niveau de la noradrénaline et de la sérotonine, comme par exemple les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la MAO. Sinon, on peut agir d'une manière spécifique, c'est-à-dire on va agir par rapport à la sérotonine dans le cas des inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Sinon, d'une autre manière spécifique, mais d'un duo, donc ce sera les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Et aussi, on peut avoir une action sur les récepteurs alpha-2 adrénergiques présynaptiques, ou ce sera les antidépresseurs atypiques. Et là, c'est juste une classification par rapport au mécanisme d'action. Après, il y a une classification thérapeutique. Ils auront un effet psychotonique, ils auront un effet intermédiaire ou bien ce qu'on appelle mixte. Sinon, ils auront un effet sédatif mais abusé. Donc, pour les antidépresseurs psychotoniques, bon, on citera la fluoxétine par exemple, la moclamine, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça. Après, ça dépend de votre prof chez Galcom. Mais à la base, vous n'êtes pas censé connaître les médicaments, sauf par exemple des bonbons rouges ou quelque chose du genre. L'hygiène bénigne. Alors, voilà, d'accord, très bien. Super. Alors ensuite, l'intermédiaire ou les mix, on a des antidépresseurs imipraminiques. C'est-à-dire là, on aura une action qui est moindre, on va dire, modérée, mais chez moindre. Et sinon, on peut avoir les sédatifs. Généralement, c'est les antidépresseurs imipraminiques. Ils ont un effet sédatif qui est en fait parfois voulu et parfois pas vraiment désiré. On va commencer par c'est-à-dire on va passer directement à la pharmacologie des différentes classes des antidépresseurs et on va commencer par les antidépresseurs tricycliques. Bon, les antidépresseurs tricycliques, c'est moi antidépresseur tricyclique à la noyau fait 3 cycles. Et il faut connaître les chefs de file. Je ne sais pas, ils vont tous les citer, mais il faut vraiment connaître les chefs de file. Parce que le QCM, j'ai du genre, l'imipramine, c'est le chef de file, tu as les IRSS. Alors, ce n'est pas juste. Donc, là, il dit qu'il y a une sorte de confusion. Donc, il faut connaître les chefs de file à chaque classe, s'ils sont cités. En tout cas, il faut se rappeler que, d'ailleurs, les antidépresseurs imipraminiques, les tricycliques. Donc, l'imipramine, c'est le chef de file. La recherche de composés chimiquement proches, il faut d'autres analogues. Les tableaux non plus, vous n'êtes pas censé les connaître, sauf pour, par exemple, la DCI, l'imipramine, clomipramine et aussi la métriptyline. Les trois sont très importants. Et après, l'imipraminique, sinon, il y a une apparenté, qui m'a par exemple les tétracycliques, la maprotyline. D'accord. Après, le mécanisme d'action taham. Alors, pour le mécanisme d'action, Gounaha tout à l'heure, la classification à le mécanisme d'action, Gounaha c'était non spécifique. Donc, si c'est non spécifique, c'est-à-dire que ça va agir sur plusieurs amines biogènes. Donc, ici, on va essayer d'inhiber la recapture de plusieurs amines biogènes, notamment la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine, par les terminaisons présynaptiques, où l'inhibition, elle est non sélective. Il est important de savoir que leur effet indésirable, il est lent à s'instaurer, c'est-à-dire qu'on va commencer le traitement après 15 à 20 jours.
on peut dire si c'est bon, c'est efficace ou pas. Parce que l'effet maradi bien après 15 à 20 jours. Parce que la quantité généralement de la sérotonine est tellement faible ou la tahad les amis biogènes que ça prend beaucoup de temps pour avoir une quantité acceptable. Voilà un petit schéma qui résume l'action des antidépresseurs. Donc, les antidépresseurs, ils vont se mettre sur plusieurs récepteurs à la plusieurs amines biogènes. Donc, ils vont se mettre au niveau des récepteurs. C'est le... Non, normalement, c'est la présynapse qui vont agir. Donc, bon, ça, on peut le faire ici. Au moins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stopper le récepteur certes, c'est-à-dire la sérotonine, et ils vont stopper le récepteur la recapture, le net, c'est-à-dire la noradrénaline. Donc, ils vont se mettre à ce niveau-là afin de stopper la recapture. Normalement, c'est une animation, mais je ne sais pas si ça fonctionne chez vous. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Est-ce que عندكم في الديابو هكا آسيا؟ Non. لا. إيهام Oui. أنا عندي تمشي. عندك تمشي. Ok, donc c'est chez moi que ça marche pas. Même quand on dit diapo, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Bref, en tout cas, d'une personne normale, هذا هو le schéma. On a de la sérotonine هنا داخل في les granules. La sérotonine, après une stimulation, elle va être sécrétée au niveau de la fente synaptique. Ensuite, غادي تروح stimuler les récepteurs postsynaptiques. Après un moment, غادي تبقى شوية هنايا في la fente. هذاك اللي يبقى, il va être recapturé tout simplement. Une personne en dépression, il faut savoir que la quantité déjà de la sérotonine غادي تكون ناقصة. Ce qui fait que غادي يكون عندهم peu de sérotonine في les granules. Ou le peu اللي عندهم في les granules, il va être sécrété quand même. Donc, la stimulation nerveuse, elle va être diminuée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une très grande stimulation nerveuse. Donc, les trois récepteurs, par exemple, on va stimuler qu'un seul ou l'arrêt deux, ou libre la fente synaptique, il va être recapturé. Mais dans ce cas-là, on a une personne qui est en dépression. On ne cherche pas que la fente synaptique soit recapturée. Mais des bina يقعد ولا carrément يروح carrément stimuler les autres récepteurs postsynaptiques, ce qui fait qu'on va essayer de stopper la recapture avec les antidépresseurs tricycliques qui vont agir comme ça au niveau du CERT, c'est-à-dire le récepteur qui va assurer la recapture. Donc, ils vont agir au niveau du CERT et ils vont agir aussi au niveau du net. Alors, les propriétés pharmacologiques, il y a un schéma qui récapitule. Alors, en fait, les antidépresseurs tricycliques, l'effet à la base, c'est l'effet sérotoninergique et l'effet noradrénergique. C'est l'effet antidépresseur qu'on cherche. Par contre, ils joueront d'autres effets parce qu'on avait dit qu'ils vont se mettre au niveau de plusieurs récepteurs d'une manière non sélective. Et donc, il y aura des effets indésirables ou la secondaire, jaillissent après, qui ne sont pas pour autant voulus. Notamment l'effet antihistaminique, parce qu'ils vont se déposer au niveau des récepteurs antihistaminiques, l'effet adrénoleptique alpha 1 et aussi l'effet anticholinergique. Ce sont des effets secondaires. Donc, pour les propriétés pharmacologiques, sur le système nerveux central, les antidépresseurs tricycliques ont un effet sédatif qui peut être bénéfique en début du traitement chez un déprimé qui présente des troubles du sommeil. Donc, il y a un déprimé, il y a des troubles du sommeil, on a les antidépresseurs tricycliques, ça serait correct parce que tout simplement, ça aura un effet sédatif, donc il va réguler son sommeil. Il aura une action antihistaminique H1, il aura aussi une action sur le système nerveux autonome. Les antidépresseurs tricycliques ont un effet anticholinergique, ça c'est très connu, il faut se rappeler de ça. Donc, adrénoleptique alpha 1 à forte dose. Donc, à forte dose, il y a un effet anticholinergique. L'effet anticholinergique, on connaît chez Jim Mora. Après, pour l'appareil cardiovasculaire, il faut savoir que les antidépresseurs tricycliques sont cardiotoxiques, carrément. Et en fait, l'effet le plus courant est représenté par une hypotension orthostatique. Une tachycardie sinusale est due à l'inhibition de la recapture de la noradrénaline et l'effet anticholinergique. Donc, l'effet qui est le plus connu, c'est l'hypotension orthostatique et on aura une tachycardie sinusale qui est due en fait à l'inhibition de la recapture de la noradrénaline et bien sûr associée à un effet anticholinergique.
Très bien. Après, on a les effets indésirables. Les effets indésirables, ils sont énormes, c'est-à-dire ils sont vraiment bzef. On a des effets psychiatriques, des effets liés aux effets centraux, les قلنا عليهم tout à l'heure. On a les effets anticholinergiques qui sont les effets atropiniques. On a les effets cardiovasculaires et les effets endocriniens. Pour les effets psychiatriques, on a la levée de l'inhibition psychomotrice plus risque suicidaire. Donc, comme j'avais expliqué tout à l'heure, ce sera une levée d'inhibition, c'est-à-dire tout, on va dire tout se régule et ensuite, hop, rapidement, direct, on a une chute, donc un risque suicidaire. Inversion de l'humeur, voire un virage maniaque. Là, il faut faire attention parce qu'on a une dépression, ensuite un virage maniaque, ensuite autre chose. Et il faut faire la différence entre une dépression et une personne qui est bipolaire. C'est pas pareil. Ils sont presque les mêmes choses, mais il faut différencier les deux états pathologiques. Et on a une recrudescence anxieuse, c'est-à-dire des syndromes ou là des épisodes anxieux. Alors, effets liés aux effets centraux, on a tout ce qui est insomnie, névrosité, somnolence, l'asthénie, l'effet sédatif, et aussi le tremblement à des personnes âgées. Les effets anticholinergiques et atropiniques. Et on a aussi les effets cardiovasculaires, comme on avait cité tout à l'heure, une hypotension orthostatique, l'arythmie, etc. Pour les effets endocriniens, on a baisse de la libido ou défaut d'érection. On a des dysménorrhées et une hyperprolactinémie. De la femme ou là, de l'homme parfois, hein, on aura une augmentation de la prolactine, non, de l'homme, de la femme, pardon, et des prises de poids sont décrites. Oui, bien sûr, on peut connaître des prises de poids. Alors, pour les indications et les contre-indications, c'est clair, c'est indiqué en cas d'état dépresseur de toute nature. On peut aussi les indiquer, mais ce n'est pas vraiment en première intention. En cas d'énurésie, l'énurésie, c'est quoi? C'est en fait une personne qui, comment dirais-je, qui urine pendant son sommeil. هذه نشوفوها عند les enfants, mais ça peut aussi survenir عند les adultes. Et donc, on donne directement les antidépresseurs, mais pas en première intention. Et sinon, les algies rebelles, c'est quoi? C'est des douleurs, comment dirais-je? Ce sont des douleurs neuropathiques. Donc, la personne, elle aura des douleurs neuropathiques tellement intenses qu'on sera obligé de donner des antidépresseurs. Pour les contre-indications, il est contre-indiqué en cas de glaucome à angle fermé, ça c'est très important à retenir, en cas d'adénome prostatique et l'association aux IMAO non sélectifs. Il ne faut vraiment pas associer aux IMAO non sélectifs. Donc, faites le cours, les points les plus importants à retenir, ce sont les effets indésirables libéinines de chaque classe et aussi les associations mabinatum. Il faut apprendre ça par cœur. Ensuite, en cas de troubles sévères de la conduction cardiaque, parce qu'on avait dit qu'ils sont cardiotoxiques, donc c'est carrément, c'est pas vraiment contre-indiqué, mais on va dire que c'est presque une contre-indication absolue. Un des personnes qui ont des troubles de la conduction cardiaque, en cas d'insuffisance cardiaque, infarctus, etc. En gros, tout ce qui touche le système cardiovasculaire. L'augmentation progressive des posologies est une règle à respecter, bien sûr. On avait dit que le délai d'action il était très lent, donc il serait préférable d'aller de palier à palier. Il est nécessaire d'attendre 15 à 21 jours avant de juger l'efficacité thérapeutique par rapport au délai d'action. Donc voilà, non, là c'est l'ISRS. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux antidépresseurs tricycliques? Non, très bien. Alors, on va passer aux inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Là, on est dans le mécanisme d'action qui est beaucoup plus spécifique. Donc, les molécules libéinines, c'est la cétraline, la fluoxétine et aussi paroxétine. D'accord. Le mécanisme d'action, il est simple. Donc, Anna Kimaguna tout à l'heure, d'une personne qui est en dépression, on va trouver la quantité de la sérotonine qui est assez faible. Et donc, même avec la quantité faible, elle va être libérée pour assurer une stimulation nerveuse. Ceci dit, une petite quantité de la fente synaptique devrait être recapturée. Dans ce cas-là, les IRS, ils vont se mettre ici et ils vont inhiber la recapture de la sérotonine. Le récepteur, il s'appelle le CERT.
Très bien. Donc, c'est une inhibition qui est sélective de la recapture de la sérotonine sans altérer la recapture de la noradrénaline. C'est ce qui fait la différence entre les ISRS et les ISRSNA ou la NAS. Ça, sélectivité, très peu d'effets secondaires liés aux récepteurs muscariniques, histaminiques et adrénergiques. Donc, c'est une facilité d'usage. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est tellement sélectif que ça va directement se fixer sur le récepteur, la recapture, la 5-HT, c'est-à-dire le CERT, et en même temps, il n'y aura pas une très grande quantité qui va se fixer sur les autres récepteurs muscariniques, histaminiques et adrénergiques. Donc, on aura moins d'effets qu'on avait avec les antidépresseurs tricycliques. Donc, tout ce qui est atropinique et syndrome anticholinergique, etc., c'est évité. Donc, l'efficacité est semblable à celle des tricycliques, mais elle a beaucoup plus d'avantages cliniques. Notamment, ils n'ont pas d'activité anticholinergique, ils sont dépourvus de toxicité cardiaque, c'est ce qui est bien. Et aussi, on a un délai d'action court, généralement, c'est 2 semaines à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Ok, alors l'indication TAHAM, ce sont les états dépressifs de toute nature. Donc, les états dépressifs de toute nature. Leur utilisation en première intention est aisément justifiable chez les sujets souffrant de pathologies cardiovasculaires. Donc, quand on a une personne qui est dépressive et qui a une pathologie cardiovasculaire, on ne peut pas aller vers les antidépresseurs tricycliques. Il serait préférable d'aller vers les IRS. Très bien. Alors, leur effet indésirable, on peut trouver des effets indésirables qui ne sont pas très marqués, comme par exemple les troubles digestifs, nausées, vomissements, anorexie, insomnie, céphalée, baisse de la libido, etc. Le syndrome de sevrage, c'est un syndrome très important. On doit se rappeler de ce syndrome par rapport aux ISRS. Alors, d'où la règle de la décroissance posologique lorsqu'on envisage d'arrêter le traitement. Donc, généralement, les traitements les coups nous à viser, c'est-à-dire psychologique, il serait préférable d'arrêter le traitement d'une manière progressive et non pas d'arrêter le traitement d'une manière brutale parce qu'on aura des conséquences plus tard. On a le syndrome sérotoninergique. Il est souvent méconnu, mais justifie l'arrêt immédiat du traitement. Il est lié à certains surdosages ou à des interactions et peut entraîner une hospitalisation, voire la mise en jeu du pronostic vital. Il est associé à un ensemble de symptômes d'ordre digestif, végétatif, dysrégulation thermique, etc., moteur, tremblement, nanana. Donc ça, c'est ce qui va se produire dans le cas d'un arrêt immédiat ou la brutale d'un traitement. On aura ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique qui aura des manifestations d'une manière digestive hors une diarrhée, végétatif, moteur, c'est-à-dire on va rencontrer des tremblements et aussi neuropsychique hors confusion, agitation, voire carrément le coma. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine? Non, ما كاينش. Super. Non. Alors, on va passer aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et aussi de la noradrénaline. Donc là, on a un travail qui est dual, c'est-à-dire c'est une composée action duale. On a un duo entre la sérotonine et la noradrénaline. On a beaucoup moins d'effets indésirables. On a l'inhibition de la noradrénaline et de la sérotonine, de leur recapture. Et on a une efficacité qui est pratiquement égale aux imipraminiques, or aux antidépresseurs tricycliques, et aussi égale à celle des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, ceux qui sont importants à citer, c'est la venlafaxine et les autres. Donc, pour la venlafaxine, les effets indésirables sont beaucoup plus du genre nausée, névrosité, une anorexie, etc. Pour les contre-indications, donc il ne faut vraiment pas les associer aux IMAO. Après, pour la milnacipran, on a les effets indésirables du genre vertige, etc. Et c'est aussi contre-indiqué de les associer aux IMAO. Pour la duloxétine, il faut se rappeler du problème de l'HTA parce que c'est très contre-indiqué d'instaurer ça d'une personne qui a une HTA non contrôlée parce qu'elle-même, elle va causer une sorte d'HTA. Donc, une fois ça cause une HTA, ça serait contre-indiqué de la prescrire pour une personne ayant une HTA non contrôlée. On peut citer aussi les palpitations et quelques troubles hépatiques. Je ne crois pas que vous êtes censé vous rappeler de tout ça, sauf si le prof
l'a mentionné. Essia, est-ce que le prof a mentionné que vous devez vous rappeler de ça? À part les associations. J'avais dit que les associations, c'est très important. ما قالتش صح هي قراتهم كاع. D'accord. Alors, pour les IMAO, on avait dit tout à l'heure qu'il y a un sélectif et non sélectif. Les IMAO, on a les deux. Donc, l'AMAO, c'est quoi? C'est l'enzyme, c'est une enzyme en fait qui va. Alors, c'est la monoamine oxydase. C'est une enzyme qui va dégrader les monoamines, comme par exemple la sérotonine et la noradrénaline. La monoamine oxydase A, elle va dégrader la noradrénaline et la sérotonine. Pour la monoamine oxydase B, le substrat TH, c'est-à-dire elle va se charger de la dopamine. La plupart des inhibiteurs de l'IMAO sont non ou peu spécifiques et inhibent les deux. Mais on sait que l'effet antidépresseur est lié à l'inhibition de la monoaminoxydase A parce qu'on est beaucoup plus concerné par la noradrénaline et la sérotonine. L'enjeu a été de mettre au point de nouvelles molécules différentes des anciennes IMAO, au moins sur deux points fondamentaux, la sélectivité et la réversibilité. Ce sont deux points très importants. La sélectivité parce que Medabina, soit MAO A, soit MAO B, mais là, on veut beaucoup plus l'A. Et la réversibilité parce que c'est très important qu'on puisse, c'est-à-dire, on va dire, réactiver à nouveau l'enzyme, la monoamine oxydase. D'accord, donc pour le mécanisme d'action, me cache une photo. J'ai pas mis une photo, d'accord. Ok, une autre photo. Je vais vous la montrer ici. Donc voilà. Là, la MAO. Donc, c'est ça l'enzyme qui va dégrader soit la noradrénaline, soit la sérotonine, soit on avait dit la dopamine. Donc, on va essayer, en fait, chez une personne normale, ce qui se passe, c'est que avec l'icône recapturée, on avait dit tout à l'heure qu'il y a une quantité qui est recapturée, chez Srahat, elle peut être dégradée par la MAO. Donc, l'objectif, c'est en cas où on a mal bloqué le CERT ou là on n'a carrément pas bloqué le CERT et il y a eu une recapture, l'objectif c'est qu'elle ne soit pas dégradée et donc qu'elle soit conservée parce qu'on a besoin de la molécule. Et donc on va introduire les IMAO. Les IMAO, ils vont inhiber la MAO qui est au niveau du présynaptique. Et donc, on aura en fait la sérotonine qui sera libre et tranquille. Donc, on aura évité la dégradation TAHA. Le mécanisme, il est assez simple. Alors, on a un problème de réversibilité. Donc, les IMAO irréversibles, ou non sélectifs, et c'est les classiques. Généralement, on les utilise presque plus. Donc, les non sélectifs, ils vont dégrader que ce soit dopamine, que ce soit sérotonine et que ce soit noradrénaline. Donc, ils vont arrêter l'enzyme d'une manière irréversible. On ne pourra pas réactiver l'enzyme. Et ça va poser un problème que je vais expliquer plus tard. Et pour les réversibles, les sélectifs, c'est mieux. Parce que, par exemple, là, on a arrêté l'enzyme. On lui a demandé de ne pas dégrader la sérotonine. Il y aura toujours celle qui pourra dégrader le B, c'est-à-dire qui pourra dégrader la dopamine. Et donc, on n'aura pas un excès, on va dire, fléfétienne. Donc, pour l'IMAO A, on a un traitement de dépression majeure. Sinon, pour l'IMAO B, ça s'est utilisé aussi comme anti-parkinsonien. Les titres, je crois que c'est important, c'est-à-dire la moclobémide et le toloxatone. Et HADA aussi. Je crois que c'est important de retenir. Après, je ne sais pas. Ça dépend de votre prof. Après, pour les effets indésirables, on a des troubles neuropsychiques, insomnie, névrosité, etc. On a des troubles végétatifs du genre digestif, urinaire, tremblements, lésions optiques, troubles cardiaques, crise hypertensive. Alors, pourquoi on a une crise hypertensive et pourquoi il faut se rappeler de ce syndrome spécialement pour les IMAO non sélectifs? Parce que les non sélectifs, ils vont faire quoi? Ils vont, on va dire, ils vont dégrader, ils vont plutôt inhiber la dégradation de plusieurs molécules. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura un excès, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le MAO, elle ne va pas juste inhiber la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Elle va aussi
dégrader la tyramine. Donc, en temps normal, elle est là pour réguler l'excès de les molécules. Mais en même temps, elle dégrade aussi la tyramine. Donc, si elle ne dégrade pas la tyramine d'une manière irréversible, la tyramine elle va être transformée en noradrénaline et on aura une crise hypertensive. Je ne sais pas si le phénomène il est clair, mais en tout cas, il faut se rappeler de la crise hypertensive qui est due à une inhibition irréversible de l'enzyme, en sachant que l'enzyme elle ne dégrade pas que la dopamine et les monoaminoxydases, elle va aussi dégrader la tyramine. Et donc, si on l'a arrêtée, elle ne pourra pas dégrader la tyramine. Si elle ne peut pas dégrader la tyramine sera transformée en noradrénaline et ça va nous causer une crise hypertensive. Je n'ai pas compris ce dernier point. D'accord. Je vais répéter. Donc, j'avais dit que l'MAO, elle se trouve ça au niveau présynaptique où elle a un rôle de régulation. Donc, on a en temps normal, si une personne elle est normale, elle a de sérotonine, elle va faire quoi? Elle va, au moment de la recapture, elle va les dégrader pour essayer de réguler un flux normal. Donc, l'MAO, elle ne va pas dégrader que la dopamine ou sérotonine, etc. Elle va dégrader aussi la tyramine. La tyramine, elle est connue. En tout cas, on la trouve généralement dans le fromage, etc. C'est pour ça qu'on demande les personnes qui font l'attention, mais ils le fromage parce que y a la tyramine. Donc, la MAO, elle va dégrader la tyramine en temps normal. Il a une inhibition irréversible, notamment avec les IMAO non sélectifs. Donc, il a une inhibition irréversible. La tyramine accumule. Une fois que tu accumules la tyramine, elle va devenir noradrénaline et on aura tout ce qui est syndrome à l'échelle de la noradrénaline. Donc, on aura une crise hypertensive. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est bon, merci. Alors, pourquoi il est contre-indiqué d'associer les IMAO avec les IRSS et IRSNA? Alors, il y avait une explication par rapport à ça. Est-ce que Galou Helkonf le cours? Parce que moi, je ne me rappelle pas. Oui, les deux. هضرت على هذا le syndrome تاع التيرامين اللي كنتي تهضري فيه دوك أنا عارفة بلي قالت يسموه لو تشيز إفكت دونك أوديها في ولا وهذا علاش ما نديروش لاسوسياسيون باسكو كاين لو syndrome سيروتونينيرجيك أو تما في الديا جو كخوا حطي Où ça? Je نقول لك exactement oui. Je sais que c'est par rapport aux récepteurs, c'est-à-dire qu'ils agissent pratiquement au niveau des mêmes récepteurs ou on les associe, on va faire une synergie, on va abuser de l'effet. Mais oui. Dia 32. Alors, 32. Ah oui, tu as comme chez Kif Kif. قولي لي le titre تاع الديابو. Syndrome sérotoninergique. تاع الدياب كاع les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Effet indésirable. Voilà, ok. Les effets centraux, les effets anticholinergiques, non, antidépresseurs. Voilà, le syndrome sérotoninergique. C'est-à-dire, on aura le syndrome sérotoninergique quand on associe IMAO et ISRS. Pourquoi? Parce que l'IMAO inhibe la dégradation ou inhibe la recapture. Donc, en gros, la quantité de sérotonine qui est dans la fente synaptique. Alors, je vais essayer d'expliquer à ce niveau-là. Donc, imaginez avec moi,
حنا حبسنا la recapture حبسناها وحبسنا en même temps la dégradation تما اللي راه هنايا impossible dégrada تما كاع غادي يهودوا à ce niveau là donc on cherchait à réguler, on voulait juste avoir une quantité suffisante pour avoir une stimulation nerveuse suffisante. حنا حبسنا كل شيء d'une manière à ce que كاع اللي sera produit يكون هنا في la fente synaptique. Donc on va causer حنا par nous-mêmes on va causer un syndrome comment ça s'appelle sérotoninergique si on associe les deux. J'espère que c'est clair. Parce que واحد غادي يحبس la recapture, واحد غادي يحبس la dégradation. Et on aura une très très grande quantité au niveau de la fente synaptique. Donc la stimulation nerveuse غادي تزيد et on aura un syndrome sérotoninergique. C'est bon, c'est clair. Très bien. Alors. Est-ce que c'est bon pour les antidépresseurs اللي جبدناهم دروك؟ Oui, c'est bon. Super. Alors, pour les antidépresseurs, on peut trouver d'autres qui sont atypiques. Les antidépresseurs atypiques, ils ont moins d'efficacité dans la dépression sévère, etc. C'est-à-dire, on va pas, généralement, les atypiques, nous les en première intention. Les en première intention, c'est les sélectifs, qui m'a par exemple l'ISRS, l'ISRNA. Et après, ils jouent antidépresseurs tricycliques en cas où c'est vraiment, c'est-à-dire où vraiment ça, c'est grave, où la personne elle fait des agitations, etc. On est obligé de donner les antidépresseurs tricycliques. Et parfois, nous mettons en association ou là pour traiter autre chose. Donc, les antidépresseurs atypiques, ils disent une dépression, en cas de dépression modérée, nous mettons moins d'effet sur les dépressions sévères par rapport aux imipraminiques ou les mêmes contre-indications, je crois, que les imipraminiques. Alors, non, normalement non. Alors, pour les antidépresseurs atypiques, vous avez cité que deux. On a la myonzérine et la mirtazapine. Ils sont presque kiff-kiff. Wahda, elle va inhiber, ce sont des antagonistes à le récepteur alpha-2. Les deux, ce sont des antagonistes à alpha-2. Ou les deux, ils vont agir sur les récepteurs histaminiques. Donc, l'effet pharmacologique, un effet anticholinergique, c'est ce qui est bien pour les deux. Sinon, pour les deux, on n'aura pas d'effet sédatif. C'est ce qui est génial, c'est qu'on n'aura pas aussi d'effet cardiotoxique pour la myonzérine. Donc, c'est juste des antidépresseurs atypiques. Les allergènes qui connaissent le classement par rapport au mécanisme d'action, il y a une action sur le récepteur alpha-2 adrénergique présynaptique et c'est les antidépresseurs qui auront cette action-là. Les effets indésirables, vraiment bien, c'est celui de la granulocytose. Ils vont arrêter la lignée granulocyte, les globules blancs, je crois. Ouais, les globules blancs. Et donc, on n'aura pas de granulocytes. Et Kindilo FNS, on va remarquer ça y est, effondrement les granulocytes et on doit arrêter le traitement tout de suite parce que ça va poser pas mal de problèmes au niveau sanguin. Donc, il vaut mieux arrêter. Et donc, la myonzérine, elle va causer une agranulocytose. Après, on a un petit récapitulatif les antidépresseurs. C'est simple. On va commencer par les antidépresseurs tricycliques. Ils vont inhiber la recapture soit le CERT, soit le NET. Donc, on va les trouver à ce niveau-là et à ce niveau-là. On a aussi les inhibiteurs de la recapture qui sont spécifiques à la sérotonine, donc ils vont arrêter le CERT. La recapture, tu as le CERT. On a aussi la sérotonine et la noradrénaline, on va les trouver dans les deux récepteurs, que ce soit CERT et NET. On a aussi la mitrazapine et la mirtazapine qui vont en fait agir au niveau des récepteurs alpha-2. La myonzérine et la mirtazapine qui vont agir au niveau des récepteurs alpha-2. On a aussi les IMAO. Ils vont arrêter l'enzyme qui va dégrader les molécules, notamment la noradrénaline et la sérotonine. Et puis, voilà, normalement, les antidépresseurs et leur action. S'il te plaît, Sihan, le mécanisme d'action de la myonzérine. La myonzérine, elle va agir au niveau du récepteur alpha-2. C'est une antagoniste. Elle va en quelque sorte
elle va stopper le récepteur alpha-2 adrénergique. Donc, Hadi, c'est une vidéo qui récapitule le tout. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Très bien. Donc, FLISI SRS. Il faut se rappeler qu'ils vont inhiber le récepteur, c'est-à-dire le CERT. Le délai d'action تاعهم qui هما IRSNA qui vont inhiber les deux récepteurs CERT et NET, donc ils vont agir au niveau de la sérotonine et la noradrénaline. Le délai d'action تاعهم il est de 2 à 4 semaines. Ce qui cause ils vont bon هذه ما قالوهاكمش في le cours, mais bon كاينه منها, donc ils vont allonger le QT. Le QT c'est au niveau de l'électrocardiogramme, c'est-à-dire avec le pic QT. Le segment QT va être allongé. Un syndrome de sévrage, tout à l'heure, il faut se rappeler de ça. Ils vont causer une levée d'inhibition suicidaire qui m'a les antidépresseurs tricycliques. Ça, après ça, c'est bon. Les IMAO, donc on avait dit qu'ils vont arrêter l'enzyme, que ce soit l'enzyme qui va dégrader soit la sérotonine, soit la noradrénaline, soit la dopamine pour les proniazides. Et un effet fromage, cheese effect. À cause de la tyramine, ils disent ce qu'on appelle la crise hypertensive. C'est très important de se rappeler de ça par rapport aux IMAO. Les tricycliques, ils vont inhiber la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline, même la dopamine. Donc, ils vont agir au niveau du CERT et du NET. Le problème, c'est qu'ils ont un syndrome anticholinergique, donc la toxicité. Et donc, un syndrome atropinique qui peut être périphérique ou la centrale, voilà les effets. On aura une sécheresse buccale, rétention urinaire, trouble de l'accommodation, constipation, etc. Pour les centraux, on aura troublement au niveau des extrémités et des confusions. Le délai d'action il est de 2 à 3 semaines. Après, pour les tout à l'heure atypiques, on a cité le méanzérine et la myrtazapine. Les deux, ce sont des antagonistes alpha-2, le récepteur alpha-2. Donc, ils vont augmenter la libération de la sérotonine. L'effet, c'est qu'en fait, une fois inhibant le alpha-2, ils vont freiner la sérotonine. Et donc, il y aura un signal, le synapse, il faudra produire encore plus de sérotonine. Donc, c'est le mécanisme. Attends, le diable. Alors, à ce niveau-là, ils vont arrêter le récepteur alpha-2. Une fois, ils vont inhiber le récepteur. Ils vont recevoir, le synapse, il va recevoir un signal, il sécréter la sérotonine. Donc, une fois il y aura beaucoup plus de sérotonine, on aura l'effet que nous avons. Et la méanzérine, elle va causer ce qu'on appelle la granulocytose, qui est un point très important à se rappeler. Il faudra tout de suite arrêter le traitement. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok. Alors, pour les modalités de choix, les antidépresseurs psychotoniques sont utilisés de préférence dans les dépressions où prédomine l'inhibition psychomotrice et l'asthénie. C'est-à-dire qu'on va tout simplement voir le cas clinique où on choisit le type d'antidépresseur. Comme on a dit tout à l'heure, si c'est une personne qui a un problème de sommeil, on va lui donner des antidépresseurs tricycliques parce qu'ils vont réguler son sommeil. Après, pour les antidépresseurs sédatifs, sont utilisés plutôt dans les dépressions anxieuses, agitées, à fort potentiel suicidaire et ou avec manifestations somatiques ou névrotiques. C'est-à-dire quand une personne fait un état dépressif très agité, on est obligé de donner tricyclique parce qu'un a un effet qui est très puissant. Les antidépresseurs dits intermédiaires peuvent être utilisés dans ces deux types extrêmes de dépression et quand des éléments d'anxiété et d'inhibition sont intriqués, c'est-à-dire quand c'est entre anxiété, stimulation, on va dire, et inhibition, et comment dirais-je, les deux se sont chevauchés. Dans ce cas-là, le médoul intermédiaire. Mais il faut se rappeler que beaucoup plus de l'ISRS parce que c'est sélectif. Les indications, on a épisode de dépressif caractérisé ou la majeure, ISRS ou traitement de première intention de l'adulte, toujours. Les tricycliques, épisode très dépressif d'intensité moyenne à sévère ou en cas d'intolérance ou l'échec. Bon, la diap, il faut vraiment arrêter. C'est très important de reconnaître la diap parce que les questions, les QCM, ils jouent maintenant. Alors, sévère ou en cas d'intolérance ou d'échec de traitement par Hadithani, c'est très important.
le schéma thérapeutique qui gigi. L'oula غادي نمد له ISRS ou la IRSNA. Une fois ça marche pas, je peux soit aller vers les tricycliques, sinon en cas où il y a un épisode dépressif d'intensité moyenne à sévère, dans ce cas-là, je suis obligée de mettre la tricyclique. Clomipramine et venlafaxine à faible dose pour les patients récidivistes, c'est-à-dire en cas où une personne un moment et après elle récidive, je suis obligée de lui donner soit la clomipramine, soit la venlafaxine. Après la métriptyline et la fluoxétine, épisode dépressif modéré à sévère de l'enfant ou d'un adolescent. La mitrazapine et la myonzépine ont une bonne efficacité chez les personnes âgées parce qu'on avait remarqué parce qu'elles ont tout ce qui est tremblement, etc. Ou dépression à des troubles de sommeil, fort potentiel sédatif. Et les IMAO, état dépressif sévère et résistant. Donc, en cas où c'est sévère et c'est résistant, on va donner les IMAO. Rappelez-vous des associations, je répète, des associations, les effets indésirables les plus marqués de chaque classe et de cette diapo. Très important. Pour la conclusion, les antidépresseurs sont les médicaments essentiels des épisodes dépressifs d'intensité modérée et sévère. L'arrêt du traitement, toujours, il doit être progressif et programmé avec le patient afin d'éviter un syndrome de sevrage. Voilà tout. J'espère que c'était clair, j'espère que vous avez compris. Si vous avez n'importe quelle question, allez-y. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est bon, c'est clair, vous êtes sûr, il n'y a pas de questions? Ça haftorkom.